Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos majeurs. On va commencer par le graphe du Bitcoin qui a vraiment beaucoup bougé, donc il va y avoir des choses à dire dessus. Alors on va commencer par le format hebdo pour avoir une vision un peu large vu que ça a pas mal bougé. Alors en format hebdo, la fameuse résistance des 5800-6000, elle a complètement sauté. Alors là, c'était vraiment une grosse résistance, on était resté bloqué dessous pendant quasiment un an. Eh ben, en format hebdo, en une bougie, on l'a franchi sans aucun mouvement de rebond à la baisse dessus. Donc là, c'était une grosse surprise, hein. On tolérait un peu de marge de dépassement au-dessus, mais là, il faut bien voir que c'est vraiment cassé, hein. Il y a eu breakout haussier du niveau. Donc ça retourne complètement la tendance, hein. Tant qu'on était sous ce niveau, clairement dessous, bah, la tendance était baissière. Maintenant qu'on est repassé au-dessus, ça devient un peu plus mitigé. Donc à court terme, hein, la tendance est clairement haussière, ça explose à la hausse. Maintenant, il faut voir, vu que la tendance est repassée au-dessus de la résistance, eh ben, comment on peut faire pour se placer pour essayer d'attraper un swing pour passer acheteur. Alors on va commencer par analyser le graphique, déjà voir quels sont les niveaux de résistance qu'on peut attendre. Alors le niveau proche évident, c'est l'ancien point haut ici, donc à 8488, là on y est quasiment. Ensuite, c'est simplement les autres sommets, hein, qu'on a fait. Donc là, on a un prochain niveau encore au-dessus qui serait à quasiment 10 000. Donc ça, c'est les résistances. Sachant qu'un mouvement impulsif comme ça, qui a vraiment pas été bloqué par la résistance ici, là, on est vraiment dans le psychologique, dans l'euphorie de marché. Donc il faut se prendre en compte que les résistances peuvent être franchies comme s'il n'y avait pas de résistance dans ce marché euphorique. Donc c'est ça qui est dangereux aussi, c'est que d'un point de vue, vu que on est en pleine euphorie, les cours n'ont plus vraiment de logique. Donc des cours sans logique, eh ben, c'est à double tranchant. Si vous êtes acheteur et que ça explose à la hausse, bah, très bien. Mais si vous mettez à acheter et que l'euphorie s'arrête et que ça retombe directement, eh ben, c'est un coup à perdre de plusieurs dizaines de pourcents dans la foulée. Donc, et à vous sortir immédiatement. On va rajouter un retracement de Fibonacci de toute la vague de baisse qu'on a eu ici jusqu'au point bas. Donc toute la vague de baisse des 20 000 jusqu'aux 3 000 ici. Ce qu'on voit, c'est que le Fibo 23%, donc le premier Fibo intermédiaire, a été cassé à la baisse. Donc on s'est arrêté dessus en hebdo ici, mais là ça repousse à la hausse. Et le prochain Fibo en résistance, c'est le Fibo 38 qu'on a ici. Et donc ce Fibo 38, en fait, il nous ramène à 9500, donc quasiment en haut de ce sommet ici. Donc là, on peut se dire qu'il y a quand même une belle zone de résistance, parce que le Fibo 38, c'est vraiment le premier Fibo important de retracement. Donc là, on peut voir ça, la zone des 9500 à 10 000, comme une zone de résistance très forte. Donc on a bien la zone intermédiaire avant, hein, à 8500 actuellement. Donc à voir ce qui va se passer sur cette zone. Mais c'est la zone des 10 000, vraiment la zone la plus résistante. Et il faut aussi se dire que les chiffres ronds, comme les 10 000 ici, c'est des chiffres psychologiques très forts. C'est souvent des niveaux de résistance et de prise de bénéfices. Donc ça renforce vraiment l'effet de la résistance à 10 000. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on aurait, alors peut-être, hein, une espèce de figure en sous-coupe à partir de là. Donc quand je dis en sous-coupe, c'est la figure théorique sous-coupe. Alors elle n'est pas parfaite parce qu'elle n'a pas vraiment un point bas très très arrondi, mais c'est quand même un peu arrondi. Alors la sous-coupe, je vous remonte la figure ici, c'est voilà, tendance baissière, sous-coupe qui se forme, on casse la ligne de coup et c'est un signal de poursuite haussière. Donc là on aurait cette espèce de sous-coupe, comme ceci avec ce point bas qu'on a fait ici. Et donc là on aurait l'espèce de ligne de coup à partir d'ici, qu'on aurait cassé à la hausse. Et donc l'objectif pour une secousse, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, il y en a qui disent que c'est simplement la taille du point bas qu'on reporte au niveau de la ligne de coup. Donc ça ferait quelque chose à peu près comme ça, on la reporte à la cassure de la ligne de coup, et l'objectif théorique, vous voyez, ça nous ramènerait pile dans les 10 000. Donc encore une fois, si on arrive aux 10 000, c'est une très forte zone de résistance. Et c'est l'objectif que peuvent viser ceux qui jouent la soucoupe. Maintenant qu'on a vu les résistances, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de se placer, quel serait le meilleur niveau pour entrer en position à l'achat sur la Bitcoin pour du swing, hein. Là, je ne vous parle pas de l'intraday où on se placerait rapidement pour profiter des pumps. Là, c'est vraiment en swing. Quel serait le niveau idéal pour se placer? Alors, forcément, c'est déconseillé de se placer pendant le pump, hein, parce que je vous ai dit, on ne sait jamais quand il va se dégonfler et quand ça va se remettre à baisser. Donc, si vous entrez maintenant, c'est un peu du pile ou face. Vu qu'on n'a aucun élément qui nous permet de dire que ça va encore prendre 30% de hausse, ou alors que ça va corriger maintenant et prendre 100% de baisse, bah, jouer maintenant, c'est vraiment du pile à face pour du swing en tout cas. Donc en swing, les niveaux intéressants à attendre, parce que là forcément, il faut attendre une correction pour se placer maintenant, eh ben, on aurait
Alors si on se base juste sur l'analyse graphique, si jamais les cours testaient peut-être la résistance ici et rebaissaient jusqu'au prochain support, le prochain support c'est encore la zone des 6000 ici. Donc on l'a cassé à la hausse, on pourrait faire un throwback dessus avant que ça reparte pour de bon à la hausse. Donc le niveau parfait théorique, c'est si on rebaisse jusqu'à 6000, c'est vraiment un niveau parfait pour tenter d'entrer. Après forcément c'est le niveau parfait, c'est pas dit qu'on l'atteigne, hein. Là on en est quand même relativement loin, on est déjà à 8000, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on rebaisse d'au moins 2000. Donc c'est le niveau parfait, donc à garder en mémoire, c'est pas dit qu'on l'atteigne, mais si on l'atteint déjà, on sait que c'est le point parfait pour tenter une entrée. L'autre possibilité qu'on a pour chercher des niveaux, c'est de travailler ça avec les retracements de Fibonacci. Donc là, si je tire un retracement du point le plus bas jusqu'au point haut, si jamais ça corrige maintenant, le premier niveau de retracement intéressant qui a des bonnes chances de rebond, c'est le Fibo 38. Donc là, ça nous ramènerait actuellement vers les 6350. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où là, on aurait fait le point haut. Donc, on ne sait pas encore si c'est bon. Si ça fait le point haut par là, c'est à peu près cette zone. Si jamais ça casse ce niveau et que ça continue à monter, et que ça revient tester les 10 000, il faut ajuster le Fibo. Et dans ce cas-là, le 38 serait plutôt vers 7350. Donc, c'est dynamique. Mais dans tous les cas, retenez que le Fibo 38, si vous le mettez sur la vague de hausse au moment où ça commence à corriger à la baisse, on a souvent une réaction sur le 38, voire sur le 50 après. Donc ça peut permettre d'avoir des niveaux intermédiaires. Sachant que là, avec le pump qu'on a eu ici, on ne peut pas tracer de ligne de tendance pour nous aider à canaliser cette vague de hausse. Donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des Fibos dans ce cas-là, pour avoir des niveaux intermédiaires avant les niveaux parfaits. Maintenant qu'on a vu les niveaux vraiment théoriques classiques, on va voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de se placer pour profiter de l'éventuel pump s'il se poursuit. Donc je vous ai dit en swing, il n'y a pas de raison de vouloir acheter maintenant, parce qu'on n'est pas sur un niveau intéressant, ça pourrait retracer, et ça, vu qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas jouer en mettant un stop large. Par contre, en petit time frame, rien ne nous empêche d'essayer de profiter des petites corrections dans la tendance pour essayer de se placer à court terme, avec un stop donc qui est serré, et profiter des éventuels pumps. Là, comme je vous disais, si le niveau des 8500 ne repousse pas les cours à la baisse et qu'on le casse comme on a cassé les niveaux de résistance précédents, ça serait dommage de ne pas réussir à se placer dans le train même à court terme pour viser le prochain niveau des 10 000. Donc pour ça, il faut passer en court terme et on va travailler avec Ichimoku. Ichimoku, j'aime bien parce que vu que c'est très dynamique, toutes les lignes sont calculées par rapport au cours en temps réel, donc c'est dynamique, c'est pas des niveaux fixes. Dans un marché euphorique comme on a actuellement, qui respecte pas beaucoup les niveaux chartistes et graphiques, Ichimoku c'est une bonne alternative parce que c'est beaucoup plus dynamique, c'est moins figé. Donc en format hebdomadaire, donc on va faire un peu de place sur le graphique. En format hebdo, on voit qu'on a pénétré dans le Kumo, donc le Kumo c'est le nuage. Donc là en hebdo, ça veut dire que le nuage d'Ichimoku, ça représente l'incertitude. En théorie, on n'est pas censé trader dans le nuage avec Ichimoku, mais on n'est pas censé trader dans le nuage dans le time frame où il est. Là on est en hebdo, ça veut dire qu'en hebdo, c'est incertain. Ça peut très bien monter en haut du nuage, comme ça peut très bien rebaisser en bas du nuage. Donc là, c'est pas possible de trader en hebdo avec Ichimoku, mais nous, on va pas s'en servir en hebdo, comme je vous ai dit, on va chercher des points d'entrée vraiment à court terme, pour essayer de profiter des pumps qu'on pourrait avoir. Alors si on dézoome un peu le graphique, on va passer en 4 heures. En 4 heures, on voit la belle tendance haussière. Donc avec l'Ichimoku, pour ceux qui connaissent pas ou pas trop, on a 4 éléments. On a le nuage ici, donc lui c'est le garant de la tendance. Tant qu'on est au-dessus du nuage, c'est que la tendance est haussière. On a une ligne en bleu et une en rouge, c'est la Kijun et la Tenkan. Ça représente des espèces de moyennes mobiles. Alors c'est pas vraiment calculé comme une vraie moyenne mobile, mais c'est un peu la même utilité. Ça permet d'avoir des niveaux de support ou de résistance dans le sens intermédiaire. Là on voit bien que les cours ont suivi les deux lignes. Soit ils rebondissaient sur la ligne en rouge, soit sur la bleue, et que c'était relativement propre. Donc ça montre un peu la force de la tendance au-dessus du nuage. Donc le nuage, on est haussier, et la tendance reste très haussière, à chaque fois elle rebondit sur ces lignes. Et enfin, la dernière ligne d'Ichimoku, c'est ce qu'on appelle la Shiku ici, c'est cette ligne en noir. Ça, c'est simplement la ligne des prix qu'on a ici. Ça reproduit ce que font les prix, donc c'est les mêmes mouvements, sans prendre en compte les mèches. Ça prend que les clôtures des bougies. Et elle est donc dans le passé de 26 périodes par rapport au cours. Et sa particularité, c'est que souvent, quand elle rencontre un obstacle, donc l'obstacle, ça peut être soit les bougies, soit les lignes, la Tenkan ou la Kijun, soit le Kumo. Quand elle rencontre ces lignes, c'est des obstacles qui agissent comme des supports à des résistances. On a un bon exemple juste ici, tiens. Là, vous voyez, la Shiku baissée,
elle a rencontré les cours, donc les bougies, eh ben, ça l'a fait rebondir. Donc quand elle était ici, vu qu'elle est 26 périodes dans le passé, ça veut dire qu'à ce moment-là, les cours étaient 26 périodes en avance, donc ils étaient ici, vous voyez, 26 barres, donc on était là. Eh ben, ici, les cours ont rebondi, et ça correspondait également au rebond de l'Ashiku sur les prix. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler avec Ishimoku. Et pour revenir donc à notre BTC, si on cherche comment se placer sur le BTC à court terme, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est passer dans des graphes, dans des petits time frames. On va regarder en un quart d'heure, par exemple. L'un quart d'heure est assez pertinent en ce moment. Donc à chaque time frame, toutes les lignes sont recalculées par rapport au time frame. Donc là, on n'a pas le même nuage qu'en 4 heures, on a le nuage 15 minutes. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on est haussier parce que les cours sont au-dessus du nuage. Là, on était plutôt baissier pendant un petit moment parce que les cours étaient sous le nuage. Et on voit que la tendance est quand même souvent respectée. Hein. Là, depuis qu'on est passé au-dessus du nuage ici dans l'historique, eh ben, il fallait qu'on soit acheteur. Et si on était acheteur, vous voyez, la tendance se maintenait à chaque fois qu'elle touchait le nuage, ici, ici, là, ça rebondissait. Alors, à un moment, on est passé en dessous. Donc là, on était plutôt baissier. Et à partir du moment où on repasse au-dessus du nuage ici, eh ben, on repasse haussier de façon générale. Donc après, il faut aussi affiner les entrées, hein, mais dans la façon générale de trader avec l'Ishimoku, on trade la tendance. Et la tendance, c'est le Kumo qui nous indique le nuage. Tant qu'on est au-dessus, on est censé chercher que des achats. Donc en 15 minutes, ça peut être un bon repère. Là, on voit qu'on est en train de tester le nuage. Eh ben, on peut se dire que, vu qu'on veut prendre un achat à très court terme, nous, pour essayer de jouer l'éventuelle poursuite haussière des pumps qu'on a eu, eh ben, on peut se dire en 15 minutes, on peut tenter le coup. Tenter le coup, par exemple, si on teste le Kumo, avec un stop sous le Kumo, et on joue le rebond avec la poursuite du pump. Si jamais les cours passent franchement sous le Kumo, eh ben, là on peut sortir. Mais l'avantage, c'est que ça nous fait un stop qu'on a placé en un quart d'heure, donc c'est un stop pas très cher, hein. Un stop relativement serré. Et en théorie, pour être un peu complet, si on passe sous le nuage, pour estimer qu'on passe en tendance baissière, hein, parce que sous le nuage, en théorie, c'est qu'on est en tendance baissière, il faut également que l'Ashiku qu'on a ici traverse et même le nuage. C'est vraiment comme ça qu'on travaille normalement avec l'Ishimoku. Il faut à chaque fois attendre les validations de l'Ashiku pour les mouvements. Donc des fois les cours passent temporairement sous le nuage. Si l'Ashiku est encore au-dessus du nuage, normalement c'est pas un signal d'inversion de tendance encore. Ça permet de ne pas se placer trop vite. D'ailleurs là on peut voir que l'Ashiku réagit vraiment très bien à tous les éléments. Ici on a baissé, elle a rebondi, vous voyez, sur la bougie, rebond. Là on reteste la bougie, petit rebond encore. Reteste de la bougie, rebond. Là on passe entre les deux bougies. On reteste le niveau sous la bougie. Donc du coup vu que la bougie maintenant ici est au-dessus, eh ben, c'est une résistance, ça fait baisser un peu. Là on monte, on rebaisse, on prend appui sur la bougie. Enfin l'Ashiku prend appui sur la bougie, ça rebondit. Donc vous voyez que l'Ashiku est vraiment perspicace, pertinente. Donc essayez de l'employer avec l'Ishimoku pour avoir des validations pour vos signaux. Donc là, je pense que le temps que je poste la vidéo, on sera plus sur ce niveau-là. Mais affichez vous-même le graphique en 15 minutes ou même dans un autre time frame, hein, votre time frame favori où vous tradez. Et le fait de vous baser sur le Kumo et sur la validation ou non de l'Ashiku, eh ben, ça vous permettra de jouer vraiment dans le sens de la tendance. Et si vous voulez jouer à court terme, eh ben, vous pouvez passer dans des graphiques 15 minutes ou même 5 minutes. Ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de niveaux d'entrée grâce à l'Ishimoku. Et donc pour finir, si vous entrez en position grâce à l'Ishimoku dans un petit time frame, donc avec un stop serré, hein, c'est ce que je vous recommande pour essayer de jouer le pump, mais pour pas vous exposer trop longtemps. Les objectifs, hein, c'est ceux qu'on a vus avant en journalier. C'est un retour à 8500 en gros. La première résistance qui est pas très loin. Et si jamais on la casse, eh ben, l'objectif c'est 9500, 10 000 pour jouer la poursuite du pump. On va regarder l'Ether en dollars. En format hebdo, c'est haussier. Hein. On a cette zone des 160 qui était la zone intéressante pour acheter. Donc on va passer en journalier pour affiner un peu. Alors, soit vous êtes déjà à l'achat depuis la zone des 160, soit ici au breakout, soit comme on a vu dans le dernier live, à la sortie haussière de ce flag ici. Là, si vous êtes à l'achat, il faut tenir la position pour moi, avec des objectifs assez simples. Hein, les objectifs, c'est, on va repasser en hebdo pour mieux les voir, c'est le Fibo qu'on a tracé sur cette vague de baisse, donc cette grande vague de baisse. On a un premier retracement intéressant à 23% ici, ce qui nous ramène dans la zone des 250. Donc ça, c'est le premier objectif à court terme, et à moyen terme, voire à long terme,
on aurait ce niveau donc, qui correspond au Fibo 38, donc le premier gros Fibo important, qui en plus est cumulé à un niveau chartiste très propre, c'est le point bas ici et les points hauts ici. Donc ça c'est vraiment l'objectif moyen terme que vous pouvez viser pour la hausse. Après, si on affine en journalier pour regarder ce qui se passe, actuellement on est en train de tenter, j'ai l'impression, de sortir ici, de faire un breakout haussier de ce canal haussier en bleu. Donc un canal haussier, le fait qu'on fasse un breakout haussier d'un canal haussier, bah, c'est un fort signal d'achat en théorie. Donc là, si vous n'êtes pas placé, si vous n'avez pas pu vous placer sur les 160, ben, ça peut presque être intéressant ici. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que si on achète ici vers les 200 où on est actuellement, en pariant sur le breakout en fin de journée ici de la bougie, ben, il faut quand même jouer avec un stop relativement serré. Si vous achetez ici la cassure du canal, normalement, il faut mettre le stop ben, un peu sous le canal, donc peut-être vers les 180. Donc ça fait un trade qui est jouable, hein, parce que si vous achetez vers 200 et que vous visez le premier niveau qu'on a vu à 23%, les 250, 257 ici, bah, ça fait 50-55 points de hausse. Et si vous mettez un stop un peu en dessous vers les 180, bah, ça fait un stop qui est relativement maîtrisé. Ça fait un ratio rendement-risque qui est pas mauvais. J'ai mis dans le mauvais sens. Donc si on achète ici vers les 200, voilà, qu'on vise les 250-255 avec un stop vers les 180, voilà, ça fait un ratio rendement-risque de 2 et quelques. Donc pour ceux qui ne sont pas en position, ça peut être un trade à tenter, hein, vu que la tendance est très haussière. Donc là, on ne sait pas si le breakout va être validé tant qu'on n'a pas la clôture journalière. Mais c'est vrai que si on attend forcément la clôture journalière et que ça continue de monter, bah, on risque d'avoir un prix d'achat qui serait pas très bon. Donc là, ça peut être agressif pour ceux qui veulent tenter, ceux qui ne sont pas en position. Si vous êtes en position, je vous conseille pas de renforcer la position ici. Je vous conseille d'essayer de la tenir le plus longtemps possible et de viser les objectifs long terme. Mais sinon, pour un trade assez court terme, ça peut se tenter. Donc voilà pour l'Ether. Donc c'est très haussier, hein. Il n'y a pas énormément de choses d'autres à en dire pour l'instant. On a vu les niveaux à viser, hein. Donc c'est simplement les deux Fibo qui sont également des niveaux chartistes, donc 250 et le niveau au-dessus des 365. On va regarder Neo en USDT. On l'avait vu dans la dernière vidéo hebdo où on conseillait des achats vers la zone ici, qui est simplement la trendline, qui est garante de la tendance haussière. Donc ça a pas mal rebondi depuis, après un petit excès baissier. Donc il y a toujours des excès baissiers sur les niveaux comme ça, très propres, hein. Il faut jouer avec un stop un peu large. Et ce qu'on joue, c'est vraiment le retour de la tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts, quoi qu'il arrive, et des points hauts alignés à la hausse. Donc là, si vous l'avez pris, vous êtes dedans normalement. Par contre, là, on arrive sous cette trendline en rouge. On voit que elle a quand même bien agi, hein. Ici, on l'a cassé à la baisse, mais on l'a longé quelques jours. On a rebaissé, là, on l'a retesté avec la première mèche. Et là, on est en train de revenir dessous. Donc l'idéal, pour ceux qui ont pris un achat, ça serait qu'on casse cette oblique. Donc là, on est sur les 10,50. Et si on la casse, il y a des bonnes chances que les cours remontent et reviennent tester l'ancien point haut ici, vers les 13,50. Donc ça, c'est l'objectif que vous devriez jouer si vous avez acheté le rebond sur la ligne de tendance. Si vous n'êtes pas dedans, là, c'est pas un bon niveau pour acheter maintenant, c'est trop tard. Mais ce que vous pouvez attendre, c'est qu'on fasse un point bas par ici, avec peut-être après un rebond. Et si ça rebondit bien, vous êtes dans la course pour jouer l'objectif final, hein, toujours avec un retour à terme vers l'ancien point haut. Si vous rentrez ici, c'est toujours pareil, hein. Il y a la ligne de tendance, donc idéalement un stop sous la ligne de tendance. Et là, vu qu'on a un point bas ici, pas très loin, mettre un stop un peu large dans la zone. Ça laisse un bon ratio rendement-risque dans tous les cas, hein. Mais encore une fois, attendez une correction si vous n'êtes pas dedans actuellement, parce que là, sur ce niveau, vu qu'on est sous la résistance de l'oblique rouge et qu'on n'a pas encore cassé à la hausse, c'est un peu difficile de vouloir acheter maintenant. Acheter sous résistance, c'est clairement pas un bon plan. Donc tant pis si vous n'êtes pas dedans, attendez une correction, ou alors restez neutre sur l'actif pour l'instant. Même si vous n'êtes pas dedans, il vaut mieux ne pas être dedans qu'acheter à un prix qui n'est pas bon. Alors sur le BNB en USDT, on est en train de remonter sur cette bougie hebdo qu'on a actuellement. Par contre, on est toujours sous cette énorme résistance, donc l'ancien point haut qu'on avait fait. Donc là, forcément, c'est pas intéressant d'acheter parce qu'on est vraiment collé sur la résistance. Alors la résistance peut très bien céder à la hausse, hein, ça c'est possible. Mais acheter alors qu'on est encore dessous, c'est être un peu présomptueux. On ne peut pas savoir si elle va céder ou pas. Donc pour se placer, soit on fait un breakout haussier
de l'ancien point haut, donc à 25. Si on dépasse les 25, on peut voir ça comme un breakout haussier et acheter. Cela dit, acheter après une vague de hausse comme ça, ça reste quand même assez dangereux. L'autre possibilité, c'est que on rebaisse sous résistance, hein. On a déjà baissé un peu, là on la reteste, ça peut très bien rebaisser. Et le prochain niveau, ce qui me plairait plus, moi, c'est si on corrige assez pour revenir sur l'ancien point haut intermédiaire ici, vers les 17, qui correspond en plus à ce Fibo. Donc la vague de hausse, le Fibo à 38% ici. Donc là, ça fait un double niveau de support. Là, ça serait un niveau intéressant pour moi, pour y chercher des achats, pour jouer un retour sur les points hauts, avec peut-être cette fois à terme, une cassure de ce niveau-là. Si on a acheté par ici et qu'on arrive là, on peut tenter de jouer la cassure. Donc là, voilà ce qu'il y a à guetter pour moi. Soit le breakout haussier, mais ça reste très dangereux à mon avis. Soit vraiment attendre une vraie correction qu'on a eue. Parce que là, après une vague de hausse comme ça, de 500%, il faut que les cours puissent respirer. En tout cas, si on achète maintenant et que la correction s'amorce, on risque de se faire sortir rapidement. Donc le plan le plus sûr, c'est qu'on fasse une correction. Donc c'est pas sûr qu'on la fasse, mais si on la fait, c'est là qu'on aurait vraiment le meilleur prix pour essayer de se placer à l'achat. On va regarder, tant qu'on y est, le BNB face au Bitcoin, qui lui a déjà commencé une belle correction, hein. Alors si on regarde un peu toujours en hebdo, on a un canal d'élargissement haussier, avec des belles oscillations à l'intérieur, hein. Là on a testé le point haut, ça a fortement baissé par la suite, et on a différents niveaux de support maintenant qui sont intéressants, qu'il va falloir guetter. Là, on a un petit support actuellement sur les cours, c'est le Fibo 50% de cette vague de hausse. Et on a également, si on regarde en journalier, un ABCD réciproque ici qui se clôture pile dans cette zone. Donc là, c'est vrai que c'est une petite zone de support. D'ailleurs, on voit que ça hésite. Mais par contre, c'est pas la zone la plus intéressante pour du moyen terme pour se placer. Pour moi, la zone la plus forte de support, c'est celle qu'on a en dessous ici. C'est l'ancien point haut ici. Donc c'est la zone des 26 et quelques. Et c'est le Fibo 61,8 de cette vague de hausse. Donc là, on a un double niveau de support. Donc c'est un niveau intéressant. Donc il va falloir voir si on l'atteint, comment se comportent les cours sur cette zone et est-ce qu'on a un signal d'achat. Je ne vous conseille pas d'acheter agressivement sur la zone juste parce qu'on a atteint le niveau, mais il faut voir comment se comportent les cours et chercher une bougie de retournement ou un pattern de retournement pour chercher un signal d'achat. Si jamais il n'y a pas de signal d'achat, les cours peuvent très bien casser ce support et venir tester le bas de l'oblique en bleu ici. Ça, c'est vraiment le dernier support possible. Donc vu que c'est le dernier support, c'est également le meilleur niveau pour entrer si jamais on l'atteint. Parce que si jamais on l'atteint et qu'on le casse à la baisse, là on sort de position, mais ça veut dire qu'on a eu un changement de tendance. Donc là, c'est vraiment le support de la dernière chance si on devait l'atteindre, et on peut le cumuler au Fibo 78,6, toujours de cette vague de hausse. Donc à la fois, si on peut cumuler le Fibo avec l'oblique, donc ça c'est pas nous qui choisissons, ça va dépendre du timing où ça baisse, si ça baisse, là ça serait le meilleur niveau pour entrer vers le niveau des 20. Donc voilà les différents niveaux à guetter. Donc là, petit support intermédiaire sur les cours, mais c'est un peu léger je trouve. Sinon, le Fibo 61,8 plus l'ancien point haut, donc vers les 26, et guetter également, si on continue de baisser beaucoup, le niveau des 20 est intéressant pour tenter des achats.